La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour Marc. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Eh ben écoute, je suis très contente de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui et de découvrir du coup ton atelier, la boutique, tout en même temps. C'est très chouette. Pour commencer, je voulais savoir, toi, c'était quoi ton dessert ou ton chocolat préféré quand t'étais petit? L'éclair au chocolat. Ok. Ah, direct. T'as toujours été très chocolat? Uniquement chocolat même. D'accord. Ouais, C'est-à-dire très pas d'éclair café, on va dire vanille. que il y avait peu de chances qu'un dessert où il n'y a pas de chocolat passe D'accord. avant un où il y en a, quoi. Donc, comment t'as choisi le chocolat? Qu'est-ce qui était à quel moment tu t'es dit je veux devenir chocolatier? C'était que c'est une passion que t'avais En fait, depuis c'était très très d'abord longtemps? pâtissier avant même chocolatier. Ok. Et depuis que je suis gosse, 3 ans, 4 ans, j'ai dit, moi plus tard, mon frère fera boulanger, moi je ferai pâtissier. Ok. Bon, mon frère n'a pas du tout fait boulanger. Mais voilà, moi je suis rentré, j'ai déjà fait des études générales. D'accord. Et en fait, après, par contre, j'ai rebifurqué dans la pâtisserie. Et c'est au moment où j'apprenais la pâtisserie que je suis tombé dans le chocolat. Et à partir de là, j'en suis jamais sorti. Et comme en plus t'étais déjà plus chocolat que le reste, Voilà. c'était une C'était évidence. évident, en fait. Vraiment, je devrais me retenir de la matière première. Le travail du chocolat aussi, c'est super intéressant. Parce qu'à manger, c'est bien. Mais le travail, c'est topissime aussi. Qu'est-ce qui t'a plu? T'as un souvenir en particulier marquant en tête de ce moment où tu te dis en fait c'est ça que je veux faire En fait, moi, le souvenir le plus lointain que j'ai, c'est les sardines en chocolat au moment de Pâques. Voilà, c'était le Graal pour moi. Hein. Je les avais trouvés, les dépiotés, c'était beau. Parce que c'est de l'alu, et quand on est gosse, dès que ça brille, on est content. Donc non, vraiment les sardines au chocolat, c'est toute mon enfance niveau de Pâques, quoi. Et à partir de là, c'est le souvenir le plus vieux que j'ai du chocolat et que je chéris dans ma mémoire. Et après, quand tu commences tes études de pâtissier et que finalement tu découvres ce monde-là, où du coup tu découvres plutôt le côté travail du chocolat, C'est ça. En fait, on avait surtout des entremets à faire en pâtisserie, c'est logique. Et on avait quand même un moment où il fallait faire des petits bonbons de chocolat, on les détaillait à l'emporte-pièce et on les enrobait à la fourchette. Et en fait, j'adorais faire ce mouvement de fourchette. Le chef, donc du coup, voyait que je m'éclatais bien. Et donc à la fin de mes études, il m'a envoyé faire un stage dans une chocolaterie. Et en fait, voilà, après, je me suis dit, en fait, c'est chocolatier que je veux faire, c'est pas pâtissier. Et du coup, je suis resté. C'est quand même des univers qui sont très différents. Donc, oui. Voilà, c'est chaque métier artisanat est très différent les uns des autres. On a tous nos façons de travailler. C'est-à-dire qu'un pâtissier travaillera jamais le chocolatier comme un chocolatier. Bien sûr, ouais. Et vice versa. C'est-à-dire que moi, si on me demande de faire un entremets, je sais en faire un et ça sera jamais aussi chiadé qu'un pâtissier. Bien sûr. Et alors après, parce que donc t'es chocolatier, mais tu fais du chocolat bean to bar. Donc peut-être s'il y a des gens dans les auditeurs qui ne savent pas encore ce que c'est que le bean to bar, j'ai fait plusieurs épisodes sur le sujet, mais est-ce que tu peux déjà brièvement rappeler ce que c'est? Ça va finir par rentrer. En fait, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, 15 ans, les gens ils pensaient que les tablettes ça pousse aux arbres. Ouais. Alors que pas du tout. Il se trouve qu'il y a entre un cacaoyer, l'arbre, qui produit les cabosses de cacao, et du coup, à l'issue des cabosses, on a des fèves de cacao. Il peut s'écouler presque 3 mois, 1 an avant qu'on ait une tablette. Voilà, parce que forcément, il y a un travail, sauf que les pays producteurs, ils sont tous séparés, soit par l'océan Atlantique, soit par l'océan Pacifique. Donc, il y a toujours un très grand trajet par cargo, parce que les fèves viennent par cargo, avant d'arriver, nous, dans nos ateliers, pour pouvoir les travailler en chocolat. Et généralement, quand on reçoit un sac, ça nous prend 1 ou 2 mois avant de le travailler. Donc voilà, en fait, le bean to bar, c'est le travail de la fève de cacao. En français, c'est de la fève à la tablette, tout simplement. C'est le travail du cacao pour le transformer en chocolat, pour le transformer en tablette, en praliné, en ganache, etc., etc.
Et ça, du coup, toi, c'est apparu à quel moment dans ta carrière de chocolatier de dire, en fait, je vais aller plus loin et je veux plus simplement faire des bonbons ou ce genre de choses et utiliser du coup déjà des chocolats qui sont faits, mais faire toi-même tes tablettes. En fait, ça fait 13 ans que je suis chocolatier, ça fait 8 ans que je suis dans le bean to bar. C'est-à-dire que j'ai fait 5 D'accord. ans où je travaillais du chocolat normalement, en fait. Ouais. Et voilà, moi j'ai double casquette, comme j'aime dire, c'est-à-dire qu'il y a deux métiers qui sont totalement différents. Le fait de travailler son chocolat, c'est chocolatier. Le Ouais. fait de le fabriquer, c'est couverturier. C'est-à-dire qu'un chocolatier travaille toujours avec un couverturier. Sauf que moi j'ai la double casquette, donc je travaille Ouais. avec moi-même. Et en fait, j'étais à la chocolaterie, j'ai le droit de dire, hein, Oui, de oui, la bien sûr. chocolaterie Chapon. Et c'est là-bas que je suis tombé dans les fèves de cacao. Et un jour, il y a une dame, une vénézuélienne, qui est venue et qui nous a fait torréfier les fèves à sa façon. D'accord. Et en fait, c'est les fèves qu'on travaille nous. Et quand j'ai goûté le rendu final, il y avait absolument aucune note, aucun goût similaire à notre matière, notre méthode de travail en fait. Ok. Et c'est là que je me suis dit, en fait, à partir d'une même fève, on peut faire 60, 100, 1000 chocolats différents. Et ça m'a fait un déclic, c'est-à-dire que ça a cassé la barrière de un chocolat, ça doit avoir tel goût, en Ouais. fait. C'est-à-dire qu'un chocolat, c'est une philosophie. C'est-à-dire que ça se travaille comme moi je le sens. Comme un confrère va le travailler comme lui il le sent. Et en fait, à partir d'une seule et même fève, on va se retrouver avec une quarantaine de chocolats différents. Alors qu'on a la même plantation, on travaille tous avec le même planteur, la même Mm. coopérative. Et c'est ça, en fait, qui fait la force. C'est un peu cette diversité de travail de la matière première. Donc c'est un peu le côté créatif qui t'a plu de, en fait, je vais pouvoir faire plein de C'est nos choses limites, différentes. clairement. Il y a pas de limite et c'est surtout que je travaille à mon goût. Par contre, hein, je dis à mes clients, je suis désolé, mais Ouais. moi mon chocolat c'est brut de décoffrage, donc voilà, c'est l'instant cacao parce que je veux qu'on ressente le cacao. Voilà, tout simplement. Il y en a, ils aiment pas l'acidulé, ils vont tout faire pour l'enlever. Moi, si une fève est acide, je vais forcément gommer certains défauts parce qu'il y a des acidités. En fait, il y a 4 acidités différentes hein, dans Ouais. des fèves, donc c'est pour ça qu'il faut s'accrocher. On a l'acidité de fermentation, donc de vinaigre. Ça, c'est considéré comme un défaut. Et là, je suis d'accord. C'est-à-dire que moi, je pas envie d'avoir un goût de vinaigre dans mon Bien chocolat. sûr. C'est une acidité qui est très volatile, qui part très facilement lors du travail. C'est-à-dire que lors de la cuisson, elle s'en va. Lors du broyage, elle s'en va. Ensuite, on a 3 autres acidités qui sont beaucoup plus sympas. C'est-à-dire qu'on va avoir une acidité de fruits jaunes, Ouais. fruits exotiques, abricots, vous voyez, une petite acidité très fraîche, un peps qui Mhm. explose en bouche et qui s'atténue tout de suite. On va avoir une acidité de fruits rouges, donc là beaucoup plus fraîche, beaucoup plus douce, moins agressive, mais plus longue. Donc ça, voilà, on aime tous les fraises. Hein. Et enfin une acidité d'agrumes hein, qui déménage un peu plus. On va dire c'est un peu le choc électrique. C'est-à-dire elle va jongler entre de l'amertume, de l'acidité. Généralement, les agrumes sont amers en fait, Ouais. malgré l'acidité. Donc voilà, ça déménage en fait. On a vraiment des tablettes qui décoiffent. Et ça, voilà, c'est le genre d'acidité que c'est pertinent de découvrir dans les fèves à cru avant de les cuire parce qu'une acidité reste très fragile aussi. C'est-à-dire qu'il suffit on surcuise et on va dire qu'on va broyer le chocolat plus longtemps et cette acidité, elle va s'enfuir dans l'air en fait. Donc, en fonction moi j'adapte mon travail en fonction de ce que je trouve dans les fèves à cru. Tu me disais pour revenir un petit peu au début de quand tu as découvert tout ça, est-ce que, parce que donc c'est ce que tu disais aussi, c'est un autre métier, enfin il y a plein de nouvelles choses à apprendre, parce que, du coup il faut apprendre toute la partie torréfaction, etc., etc. Ça, est-ce que c'était long, enfin tu vois comment t'as fait, est-ce que c'était compliqué comme apprentissage, est-ce qu'il faut vraiment reprendre les bases, est-ce qu'il y a aussi des choses que tu pensais avant où en fait bah c'est complètement différent et presque ça va à l'encontre et tu vois tu dois revoir plein de choses de ta pratique C'est, jusque-là. c'est un métier de remise en question, hein, clairement. Ok, On fait 15 erreurs pour un succès. Hein. J'ai été assez autodidacte quand je travaillais chez Chapon, on travaillait avec un torréfacteur. d'accord. Donc c'est avec ça qu'on torréfie le café aussi. Ouais. Moi ici à Instant Cacao, je suis passé au four. Donc déjà rien qu'à partir de là, c'est pas la même manière de cuire. Donc on Ouais. n'a pas le même rendu. Donc il a fallu pour moi me réadapter en fait à ma méthode de cuisson que j'ai fini par trouver hein, tout simplement. Mais forcément sur un test, on va dire ce qui m'a coûté le plus de tests, c'était un Guatemala. J'avais mis 23 tests avant Ok, d'avoir une tablette qui me convienne. Peut-être ça aurait pu plaire aux autres, mais moi ça me convenait pas tant que j'avais pas fini. En moyenne, ça me prend 4 à 5 tests. d'accord. Et Et un test, ça te prend maintenant, combien de temps? en test, c'est-à-dire que je vais prendre un kilo de fèves, je vais le cuire, je vais le concasser, je vais le broyer en chocolat, je vais le tabler, ça prend à peu près un jour et demi. Ok. Voilà. Mais ça me coûte un kilo de fèves, parce que c'est Oui. pas un kilo que je vais vendre.
Oui, bien Voilà. sûr. Mais bon, voilà, après moi j'aime bien quand même chercher des petites choses assez exotiques, donc bon, je mérite ces tests, on va dire. Mais ça me permet aussi de me remettre en question de ah ben là c'est trop sucré, là c'est pas assez sucré, et j'ai aussi changé ma manière de voir les choses. Parce que voilà, dans le métier de Bintuba, en fait, on a tous des philosophies différentes. Moi, j'ai tendance à travailler avec ce qu'on appelle 3 ingrédients. Il y en a qui travaillent avec que 2 ingrédients parce qu'il veut être le plus pur possible. C'est-à-dire que dans une tablette de chocolat Bintuba, on doit retrouver du cacao, donc le gruet, du sucre et du beurre de cacao. Il y en a qui travaillent qu'avec le cacao et le sucre. Moi, j'ai tendance à rajouter du beurre de cacao parce que je trouve que ça rajoute en fait une longueur en bouche en fait. C'est-à-dire qu'il va être là pour accompagner, pour créer un pont qui va être assez long pour avoir vraiment une évolution gustative. Avant, j'en mettais très peu, voire pas du tout, et j'ai remarqué que maintenant, j'en mets dans chaque tablette que voilà, ça rajoutait vraiment une longueur en fait à la durée en bouche. Et comme moi, j'aime bien quand c'est brut de décoffrage, et ben plus c'est brut de décoffrage et que c'est long, mieux c'est. Donc voilà, j'ai un peu revu mes positions par rapport au beurre de cacao. D'accord. Alors bon, je mets pas 20% de beurre de cacao, sûr, ouais. mais c'est juste que voilà, même le dosage du beurre de cacao pour moi est très chiadé. Ça m'arrive d'en avoir mis trop, de refaire un test, d'en mettre 2% de moins, 1% de moins, 1% de plus, voilà, ça dépend. Je vole entre 3 et 6% dans mes tablettes, par exemple. Mais pour moi, si par exemple si je mets 20% de beurre de cacao, ben on va avoir aucun goût en fait. Je vais diluer le goût de ma tablette et c'est pas mon intérêt. D'accord, c'est vraiment pour une question de longueur en bouche. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que je me suis remis en question. C'est-à-dire que les 2 premières années de l'existence de l'instant cacao, j'étais un peu brut en me disant bon, c'est comme ça qu'il faut faire. Et après, je me suis dit oui, et pas forcément en fait. Voilà, on évolue en fait. Faut pas s'arrêter sur ses acquis. C'est important de toujours faire des nouveaux tests, des nouvelles expériences, etc., etc. Là, en ce moment, on est sur un projet avec un confrère. Ça fait 5 ans que je suis dessus, hein, que j'ai fait les tests. Ça fait depuis décembre dernier qu'il est sorti, hein, donc décembre 2023. Bon, ça, on a l'impression que c'était il y a 2 jours, mais en fait, on est quand même déjà au mois de juillet. Hein. Enfin bon, bref. Oui. L'année passe vite. Noël, c'est demain pour nous. Oui. Donc voilà, c'est sorti en décembre de l'année dernière. Ça faisait depuis août 2019 que j'étais sur des tests et des projets. J'ai passé presque 80 kilos de tests. D'accord. Ah oui. Que j'ai mangé, que mes clients mangeaient aussi, ce que je faisais goûter aux gens. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait vieillir dans des fûts des fèves. C'est le chocolat. Le fameux. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai fini un test hier avec les fèves qui avaient vieilli dans le cognac. Et du coup, on va Parce que l'idée, goûter c'est d'étendre après. la gamme. L'idée, c'est de proposer de nouvelles expériences aux gens aussi. C'est-à-dire que moi, déjà, je m'ennuie pas. Je vous le cache pas. Déjà, rien qu'avec le cacao, chaque année, c'est différent. Donc, chaque année, on fait nos tests, etc., etc. Pas le temps de s'ennuyer. Mais de temps en temps, on se dit, oh, il y a les petites choses exotiques à faire et on a envie un peu de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Moi, c'est ce que j'aime, en fait. Vraiment, quand on vient dans ma chocolaterie, on repart avec des choses qu'on n'a jamais goûté ailleurs. Ouais. Parce que c'est important aussi de redécouvrir le chocolat. Parce que si on a tous du chocolat différent et que il a tendance à devenir pareil que les autres, les gens vont perdre leur intérêt en fait. Et c'est pas bien pour nous, c'est pas bien pour les producteurs parce que c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire que si nous on prend pas de chocolat, on va pas acheter de fèves au producteur et le producteur il va devoir vendre aux industriels. Ouais. Donc c'est pas la meilleure option on va dire. Non. Mais voilà, c'est de la remise en question, de l'adaptation et des nouveautés et voilà quoi. Tu me disais tout à l'heure que ce que tu as trouvé génial au début, c'est de te dire, avec des mêmes fèves, on peut créer en fait plein de tablettes différentes. J'ai la sensation que, tu vois, pour avoir discuté du coup avec maintenant plusieurs, tu vois, chocolatiers, bean to bar, etc., il y avait un peu ce truc de, finalement, on trouve la tablette qui est associée à la fève, enfin, pour la mettre la mieux en valeur. Et du coup, presque que, tu vois, il y a une seule façon, entre guillemets, mais tu vois, genre, on trouve en fonction du goût de la fève originelle, etc. Mais donc, toi, tu fais plusieurs tablettes à partir d'une même fève. Est-ce que tu continues là-dessus? Ouais. Ok. En fait, c'est... Comme je vous disais, c'est très important, c'est l'interprétation du chocolatier. En fait, pour moi, c'est presque une aberration de dire cette fève doit avoir ce goût. Ouais. Parce que oui et non, c'est-à-dire que c'est comme si on disait bah voilà, un chocolat ça doit être amer et acide. Bah non, l'amertume c'est si je surcuis. L'acidité c'est si je sous-cuis et si je veux l'enlever, bah je vais poncher mon chocolat à 72 heures à la fin comme dit, mon pull rouge deviendra un pull blanc. Ouais. En fait, c'est donc oui non, c'est-à-dire qu'il faut s'adapter à la fève, mais on a aussi un goût. C'est-à-dire que moi mon goût c'est brut, et ben ça va pas plaire à tout le monde.
Mais s'il y a quelqu'un, il aime pas l'acidité avec la même fève, pour lui, cette fève, normalement, elle est pas censée être acide. Voilà, en fait, vous voyez, c'est l'interprétation du chocolatier qui fait tout. Mais donc, t'aimes bien avoir ce côté où presque des fois tu repars à zéro et te dire je veux l'interpréter d'une autre manière cette fois-ci. En fait, moi, je fonctionne à l'année. C'est-à-dire que cette année, elle est comme ça. Ouais, l'année prochaine, elle a 5 degrés de moins. Ouais. Et elle était à 79, là, elle est à 77. Voilà. Parce que elle a besoin de un peu plus de sucre. Ouais. Elle a besoin de moins de ça et tout. Et ça, par contre, ça change chaque année. Le plus grand malheur de mes clients. Parce que de temps en temps, elle était bonne celle-là quand même. Les nouvelles années, nouvelles règles. Hein. Voilà. Donc bon, c'est comme ça. Ça, sur toute la partie sourcing, qu'est-ce qui est important pour toi quand tu sélectionnes du coup les fèves? Qu'est-ce qui est important dans toute cette partie? Première chose, la plus importante et pour moi qui est éliminatoire, ça va être l'humain. Ouais. C'est-à-dire que si j'ai pas de données de la plantation, je peux pas mettre un visage sur ma tablette, je travaille pas avec les gens. C'est très facile d'acheter des fèves à côté et de les revendre plus cher. Hein. Moi, je peux le faire, tout le monde le fait. Voilà, moi j'ai besoin de savoir avec qui je travaille et ensuite, en fonction de, des fois ça me convient pas. Le travail est différent, ou moi la fève me plaît pas. Alors à ce moment-là, je vais leur dire voilà, moi mon goût c'est plutôt ça, etc. Essayez de me faire ça ou pas, mais jamais je vais leur dire j'aime pas vos fèves, c'est de la merde, au revoir. Voilà, je suis toujours très ouvert là-dessus. Mais voilà, si j'ai pas de... Si je sais que mes producteurs vont pas être bien rémunérés ou des choses dans la touche, je travaille pas. Voilà, c'est juste pas possible. Parce que c'est un travail d'équipe. Moi, je vais pas vendre mes fèves le moins cher possible. Enfin, c'est pas mon optique de vendre un chocolat le moins cher possible parce que j'ai payé mes fèves le moins cher possible. Moi, je préfère payer des fèves chères et vendre mon chocolat cher, mais pour qu'à la fin, tout le monde s'y retrouve. Ouais. Voilà, normalement, le chocolat, c'est une matière de luxe. Alors, je suis très réticent quand même à mettre des tablettes au-dessus de 10 €. Parce que, bon, après, je suis à Paris, je suis pas trop le choix non plus. Mais j'aimerais quand même que le chocolat de haute qualité soit accessible à tout le monde. Les tablettes, par exemple, qu'on a fait dans le cognac, ou dans le... on aurait très bien pu les faire à 50 € la tablette. Hein. On en a fait une centaine. Il y en a que 50, démerdez-vous, ça coûte tant. Non, moi, c'est une expérience de dégustation. On a capé un prix juste parce qu'il y a quand même un an de travail derrière. Bien sûr, chaque tablette, on est entre 16 et 17 € la tablette, ce qui est explosif pour une tablette. Mais, comme on aime dire, c'est pas une tablette qui se mange comme un chocolat en fait. C'est une tablette qui va se déguster sur une longueur. Parce qu'en plus, ça on maîtrise pas encore totalement le sujet, c'est une tablette qui change de goût chaque semaine. D'accord. Voilà, la même tablette, on n'a rien touché, on n'a rien mis dedans. Oui, mais c'est et le chocolat bouge, l'alcool bouge en fait. C'est incroyable comment les deux matchent très bien. Donc, on explique aux gens comme ça qu'on n'est même plus sur du chocolat, on est sur une expérience de dégustation. Parce que je veux que les gens ils aient au moins goûté ça une fois dans leur vie. Combien de personnes ont goûté du caviar? Combien de personnes ont goûté des truffes ultra haut de gamme et tout? Très peu de gens, parce que c'est inaccessible en fait. C'est accessible pour très peu de gens. Et malgré aujourd'hui la crise qu'il y a avec le chocolat, on arrive quand même à conserver des prix plutôt corrects par rapport à ce qu'on devrait faire en fait. C'est vraiment pas une philosophie pour moi, c'est chocolat pour tous. Ouais, je comprends. Parce que le chocolat, c'est quand même une denrée qui est de plus en plus rare, de plus en plus chère, et j'aimerais quand même que tout le monde puisse en profiter, quoi. Tu vois ça parce que j'ai fait pendant la période de Pâques une série justement dédiée à tout l'impact du chocolat, justement sur l'impact écologique, l'impact humain, etc. Pour voir un petit peu tout ça. Et il y a justement la grosse problématique, c'est effectivement que ça a été beaucoup pris par les industriels quand on fait aussi quelque chose de très accessible où ça coûte rien du tout, mais en fait il y a très peu de cacao en réalité dans les tablettes, etc. Mais du coup, le fait est que pour les Européens notamment, pour tous les pays du Nord entre guillemets du monde, tout le monde peut en manger quasiment. Tu vois, c'est quelque chose d'accessible à beaucoup de gens, mais effectivement c'est pas du vrai chocolat et on perd tout ça. Mais tu vois, je trouve que c'est vrai qu'il y a quand même un sujet, je trouve, qui est de se dire est-ce que ça doit redevenir effectivement un peu un produit de luxe pour qu'on ait du vrai chocolat et qu'on sache ce que c'est, mais en même temps du coup on prive quand même une partie des gens de se dire c'est forcément moins accessible. Il y a quand même quelque chose qui est très important à noter, c'est que les gens ne sont pas accros au chocolat. Les gens, ils sont accros au sucre. Bien sûr, oui. Parce que un chocolat industriel, c'est en moyenne 50% de sucre. C'est pas du chocolat, c'est du sucre. Ouais. Donc en fait, on leur fait passer du sucre pour du chocolat. Mais les gens ne mangent pas de chocolat. Oui. Non, mais c'est indirectement, c'est ça. Moi, quand je passe à Pâques, que je vois un Père Noël, enfin non, pas un Père Noël, un gros lapin. Oui, un Père Noël à Pâques. Ouais. Vous savez, ils font tout les industriels.
Je vois un lapin qui fait 600 grammes et je regarde derrière et le truc il a 1,70 €, je me dis mais c'est le prix du sucre. Oui, En fait, il n'y a pas de cacao dedans. Il doit y avoir 2% de cacao. bien sûr. Et c'est du chocolat, en fait. Et c'est ça qui est assez absurde. C'est-à-dire que les industriels ont réussi à transformer le sucre en chocolat. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, dans la tête de la majorité des Oui, gens, ils mangent du c'est chocolat. du chocolat. Alors qu'ils mangent du sucre. Oui, Donc, en fait, en soi, le chocolat a toujours été une matière de luxe. ouais. Mais Mais on s'en prenez rend pas 1 compte. gramme d'or dans 500 grammes d'argent, on peut très bien le vendre au prix de l'or blanc ou je ne sais pas quoi. Ça sera 10 fois moins cher, on dira c'est de l'or. Vous voyez? Donc, ça, c'est la partie com, dans Mhm. laquelle les industriels sont extrêmement puissants, on va dire, là-dessus. Mais ils vendent du sucre. Et c'est là aussi c'est triste, c'est que nous, notre rôle de chocolatier, ça va être de dire aux gens, ah, je suis désolé, mais en fait, nous, on vend du chocolat. Et le chocolat, ça a ce goût-là. Et quand ils vont goûter, ils vont faire, ah ouais, mais d'habitude, moi, je me piffe une tablette de Lindt. Là, je prends un Ah bah carré non, de c'est votre pas chocolat possible, là, oui, non, mais clairement. et ça me suffit. Et je leur dis, parce que moi, il est concentré, mon chocolat. Vous avez vraiment tout ce qui va, en fait, vous avez la fève de cacao Mm. transformée. Voilà. Vous n'avez pas du cacao modifié. C'est assez complexe parce que oui, je peux pas dire à une famille modeste acheter ma tablette Bien 10 balles sûr, quoi. oui. C'est comme avoir une orange à Noël quoi. Et c'est la même. Mais une fois de temps en temps, toutes les familles de temps en temps arrivent quand même à se faire un petit plaisir. Et le chocolat, c'est du plaisir. En fait, c'est pas de la consommation. En fait, c'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Il faut changer aussi sa manière de consommer. Bien Parce sûr. qu'on surconsomme beaucoup de choses. Et vaut mieux prendre. Par exemple, moi, je prends un exemple tout bête, hein, qui n'a rien à voir avec l'alimentaire. Mon cartable. Voilà. J'ai un Eastpak. Il a 20 ans, 25 ans. Faut que je le change. Et je vais le changer, mais il va me durer 25 ans encore, quoi. Parce que bah c'est pas dans ma philosophie de me dire Mhm. bah je veux un nouveau sac chaque année en fait. Bien sûr. C'est faut pouvoir s'adapter en fait aussi au monde qui bouge. On est de plus en plus nombreux. Quoi qu'il arrive, du chocolat ça va se raréfier. C'est indéniable. Si les Chinois décident de consommer du chocolat, il y en aura plus assez pour nous. Hein. Donc voilà, faut s'adapter à ce qui existe. Et nous, les petits producteurs, en fait, on travaille en direct avec d'autres petits producteurs de fèves Mm. qui, eux, ne s'arrêteront jamais de travailler, enfin de produire des fèves de qualité pour nous. C'est-à-dire que la différence qu'il va y avoir entre la Côte d'Ivoire et les industriels, parce que moi, par exemple, je n'achète aucun cacao qui vient de Côte d'Ivoire, parce que de un, bah, la qualité n'est pas bonne, et de deux, les pauvres, ils ont épuisé leur sol. Enfin, c'est compliqué, quoi. Mhm. J'aimerais bien acheter du cacao de Côte d'Ivoire pour les aider. Mais bon, quand je goûte, il y a peu il y a peu d'arômes, rien, parce que c'est un cacao qui est fait pour les industriels. Ouais, ouais. Moi, je vais aller chercher un cacao qui est fait pour les chocolatiers, pour retranscrire dire des goûts, des notes de cacao qu'on n'a jamais perçues dans un chocolat industriel. Est-ce que d'ailleurs, depuis le début du mouvement Bean to Bar, il y a de plus en plus de plantations qui sont un peu, du coup, plus spécifiques? Oui, Enfin, plus oui. qu'avant, je veux dire, Ouais, j'en où en ai, fait, bah, elles j'ai étaient assisté à toujours la là. naissance de certaines d'entre elles, Ok, par exemple. Chez Chapon, ouais, on avait Coca Camili en Tanzanie qui se sont lancés. Au début, ils faisaient 2 tonnes, puis 20 tonnes, puis aujourd'hui, ils sont à 200 tonnes. d'accord. Et ils travaillent dans le monde entier, avec tous les bean-to-bar du monde. Alors très souvent, on va dire. Et de plus en plus, on a des plantations qui sont comme ça. On est allé visiter sur place en Tanzanie. C'est un poumon économique hein, pour la région. Mhm. C'est-à-dire que tout le monde, économiquement, s'en sorte. Parce que ils achètent les fèves à largement au-dessus du marché. Et l'industriel a carrément délaissé la Tanzanie pour ça, d'ailleurs. Parce qu'ils ont réussi à rebalancer la culture du cacao là-bas. Si on vient un petit peu sur toi, ce qui t'inspire quand tu crées un nouveau chocolat, ça se passe comment? Quel est le point de départ souvent? Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta méthode? Non, moi, j'ai une voix dans ma tête qui me dit, il faut faire ça. D'accord. Je suis, je- voilà, je suis un peu fou, hein, faut le dire. Hein. J'adore avoir des choses qui sortent de l'ordinaire, tout simplement. Les fèves dans les fûts, bon, c'est fait avec un caviste qui nous a soumis l'idée. J'avais déjà fait ça chez Chapon, donc c'était pas vraiment une idée neuve, mais c'est quelque chose que je savais que ça pouvait marcher et qui était super intéressant en Ouais. fait. Je voulais aller là-dedans. Donc voilà, ça, avec un ami, on s'est concerté, on s'est mis à le faire. Mais après, j'ai envie de présenter des choses là. Je vais travailler une gamme un peu secrète pour Noël. D'accord. Et je peux vous garantir que jamais personne n'a mangé ça. Voilà, parce que j'ai fait mes recherches avant, hein.
Je l'ai trouvé nulle part ailleurs. Et ça t'est venu d'où par exemple? Alors sans dire ce que c'est, mais du coup c'est... Ça m'est venu de mon expérience. D'accord. C'est-à-dire que maintenant, ça fait donc 8 ans que je suis dans le Lean to Bar. Je sais que je suis capable de choisir des chocolats à allier avec quelque chose en fait. Et si j'ai besoin d'un chocolat qui est acide, machin, bidule et tout, bah je sais comment aller le chercher, comment le travailler et comment l'avoir. Donc c'est-à-dire que je n'ai aucune limite, je n'ai pas de limite d'imagination par rapport à la création. J'ai besoin de tel chocolat, bah je me le fais en fait. Et ça c'est à mon échelle, c'est-à-dire que bah j'ai besoin de 2 kilos de chocolat, bah hop, je sors ma petite meule, je fais 2 kilos, c'est bon. Le lendemain, je les ai. Donc j'ai beaucoup réfléchi. Alors par contre, ça allie un peu cuisine et chocolat. Donc comme je vous dis, je suis chocolatier, je suis pas cuisinier, donc je vais m'entraîner sur certains points. Mais voilà, mon but c'est de proposer une gamme de chocolat qui va être 100% salé, pas un grain de sucre dedans. Voilà, c'est top secret. Alors je vous dis pas mes recettes, mais non. Voilà, je sais que c'est beaucoup de création. C'est-à-dire que ça fait longtemps que je suis dessus, j'ai réfléchi et là je vais le sortir pour Noël. Voilà, donc va pas y en avoir beaucoup, hein. Je vais faire quelques boîtes. Forcément, je vais sortir les tests d'ici quelques semaines. Forcément, hein, faut voir si c'est bon ou pas. Sûr, Ça se trouve, ça va être dégueulasse, on sait pas. Parce que en chocolat sans sucre, on n'a jamais fait. Et ça, du coup, donc il y a d'une part la partie couverture que tu penses aussi en amont. En fait, comment ça se passe entre du coup ce qu'on va retrouver à l'intérieur dans le bonbon en tant que tel et la partie couverture? Comment tu les assimiles? Est-ce que tu pars de en fait je veux qu'il ait ce goût-là et donc après je vais choisir telle couverture qui va bien aller, qui va faire ressortir, etc. Enfin, comment ça se passe tout ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est pas je veux qu'il ait ce goût-là, c'est-à-dire que je goûte la fève à cru et je suis à peu près capable de me dire si je le cuis à ça, je devrais avoir ça. En fait, c'est pareil pour tous mes chocolats. En fait, c'est. Oui, mais je veux dire, par exemple, si tu te dis je veux faire un chocolat au sésame. Oui. Tu vois, donc à quel moment tu te dis, bah du coup, je vais choisir telle fève de telle origine pour pouvoir l'enrober et du coup avoir un... Ça, c'est l'expérience du chocolatier. C'est-à-dire, je sais que le sésame, c'est assez subtil. Si je mets un chocolat qui est ultra amer et tout, je vais rien sentir de l'amertume du sésame. Mais ça se passe dans quel ordre? C'est-à-dire, tu penses d'abord. Donc, je pense d'abord matière première, avant chocolat. Parce que, en fait, le chocolat, même dans nos recettes, il vient à la fin. C'est-à-dire que quand on va faire un produit, on va faire un praliné, on va broyer de l'amande avec du sucre. Enfin, voilà, on va faire un praliné. Et à la fin, je me dis, l'amande, elle est super douce. Si je mets un chocolat trop fort, ça va pas aller. Ouais. Donc, je mets un chocolat plus doux. Et là, le match, il marche. D'accord. Mais le chocolat, il est là. C'est un liant, le chocolat. C'est lui qui nous permet d'avoir des textures solides. En fait. Donc, c'est lui qui doit arriver à la fin. Donc, on réfléchit à la fin à quel chocolat on va utiliser. Ça représente quoi pour toi, le chocolat? Enfin, la chocolaterie au sens large. La chocolaterie, c'est une bonne question. Pour moi, le chocolat, c'est réconfortant. En fait, on va dire que le chocolat, j'ai souvent vu des gens se réfugier dans le chocolat quand ça allait pas. Et j'aime bien dire que les seuls qui sont pas dépressifs au moment des fêtes de fin d'année, parce qu'il fait moche, il fait nuit tôt et tout, les chocolatiers sont tout le temps de bonne humeur. Parce que le chocolat, c'est réconfortant, mais c'est scientifiquement prouvé. C'est-à-dire que voilà, ça dégage la mélatonine, enfin bon, bref, l'hormone du bonheur. Et comme nous, on en mange tous les jours, nous sommes la preuve vivante que les scientifiques ont raison. Voilà. On est des cobayes en soi. Parce qu'on mange du chocolat absolument tout le temps. Et on n'en est pas écœuré. Hein. Arrêtez avec ces questions de ça vous écœure ou ça vous écœure pas. On serait pas chocolatier sinon. Hein. Comme les chirurgiens, vous imaginez? Oh non, moi j'aime pas le sang. Bah voilà, au revoir en fait. Hein. Enfin bon, je suis pas chirurgien, je pourrais pas, j'aime pas le sang. Mais voilà, c'est comme ça. C'est réconfortant. C'est un univers, hein, le chocolat en fait. Et on s'ennuie jamais. Tout simplement. Hein. Moi, je sais que je pourrais pas changer de métier. Parce que je suis tombé dedans, j'en sors plus quoi, comme Obélix. La fameuse potion magique, et nous c'est pareil, le chocolat. On s'est fait droguer, on avait 4 ans à Pâques, et maintenant voilà, chocolatier. Et quel conseil est-ce que tu donnerais aux marques qui commencent dans ce métier-là avec du recul? Il faut persévérer parce que c'est très très dur. En fait, on se rajoute une charge de travail qui est immense. C'est-à-dire que à Noël, par exemple, en fait, c'est un métier saisonnier, chocolatier. Oui. Donc, il y a un moment, c'est la guerre. À Noël, faut s'accrocher parce que c'est violent. Hein. Du coup, faut gérer.
énormément sa quantité de chocolat. C'est-à-dire que moi, je suis en train déjà de préparer mon chocolat pour Noël, pour mes produits. C'est-à-dire que en fait, faut que je réfléchisse. Faut pas que je tombe à court de chocolat, ce qui est jamais arrivé. Hein. J'ai beau faire le mieux possible, à chaque fois que je sors d'une saison, j'ai plus que 200 grammes dans la machine et c'est fini, quoi. Mais voilà, faut que j'essaye de faire un maximum de chocolat en amont pour pouvoir travailler mes produits pour Noël. Les chocolatiers normaux, ils s'en fichent, ils achètent leur chocolat et ils travaillent leurs produits pour Noël. Donc il y a une charge de travail en plus. Mais en soi, après, on s'éclate quand même, quoi. Enfin, voilà, il y a quand même une reconnaissance de soi qui est très bien. C'est-à-dire que c'est mon chocolat. C'est pas le chocolat du couverturier du coin, de machin, de bidule et tout. C'est ma pâte. Et les gens, s'ils apprécient mon chocolat, c'est mon chocolat qu'ils aiment. C'est pas le chocolat du couverturier. Même s'ils l'ont travaillé, ils ont fait des pralinés à leur sauce, des ganaches à leur sauce, etc., etc. Il y a une partie d'eux qui n'est pas dedans. Voilà, moi, c'est mon chocolat à 100%. J'ai fait ma garniture avec mon chocolat que je voulais réaliser avec tel goût. Voilà, c'est vraiment... Vous mangez un de mes chocolats, c'est 100% du Marchinchold. Maintenant, je te propose de prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs pour terminer. Déjà, si toi, t'étais un de tes chocolats, tu serais lequel? Le Gomasio. C'est un souvenir de gosse, en fait. Ma mère faisait du Gomasio à la maison dans nos salades. Et j'ai toujours adoré ça, le côté sésame salé. Je trouvais ça super bon. Donc je dis, bah écoute, un des premiers pralinés que j'ai fait, c'est le praliné Gomasio. D'accord. Voilà. En plus, c'est assez original. Enfin, je veux dire, j'imagine que les gens étaient un peu surpris, non, au début? Oui. On ne le retrouve nulle part ailleurs. Oui, c'est ça, on le voit rarement. J'ai fait un peu le même Frankenstein, là. J'ai fait un praliné bretzel. Ok. J'adore les bretzels, donc j'ai fait un praliné bretzel. Et bah, c'est très dur à faire, mais c'est très bon. Voilà, c'est exotique. C'est lequel le chocolat dont tu peux pas te passer? Par la tablette? Le Bolivie. Là, j'ai presque versé une larme quand j'ai reçu mes fèves parce que ça faisait longtemps que j'en ai pas eu. Et les fèves sont très rares, très dures à avoir. Et c'est mon chocolat préféré. Voilà, quand les gens ils me disent c'est quoi le meilleur cacao du monde, bah moi je leur dis mon préféré c'est le Bolivie parce qu'il n'y a pas vraiment de meilleur cacao du monde. On a tous des goûts différents. Bien sûr. Voilà. Et quelle note il a en particulier? Qu'est-ce que t'aimes dans ce... C'est un cacao sauvage, donc il est assez sauvage comme je vous dis. Il varie, mais en fait quand il a son côté floral, il a des petites notes de fleurs de jasmin que j'adore. D'accord. Je peux pas me passer. Là par contre pour le coup je me piffe la tablette. Hein. Là tout à l'heure j'avoue j'ai dit il faut prendre un petit carré, ça suffit, mais là je peux pas. Si tu devais plus utiliser que 2 origines de chocolat pour tout le reste de tes créations, ce serait lesquelles? C'est un peu une colle. Alors les créations, donc pas le pure origine. Hein. Ouais. Bon, ça va. Eh ben là, c'est pas un peu une colle en fait, c'est que je m'adapte à l'année et pour tout vous dire, depuis le début, j'ai travaillé 1, 2, 3 origines différentes pour la couverture. D'accord. Et en fait, je m'adapte. Mais j'avoue que le Congo m'a énormément plu. Il avait des notes de thé noir, il se mariait à la perfection avec le chocolat. Et l'Équateur aussi était très très bon. Mais l'Équateur, faut le trouver. Hein. Voilà, et il se mérite. Les fèves étaient pas très propres, donc bon, c'était compliqué. Mais ces deux-là, j'avoue que si je pouvais me contenter que de ces deux-là pour faire des produits, je utiliserais que ces deux-là. Ok. Et en pure origine? En pure origine? Bah le Bolivie, hein. Et un autre. Hein. Bolivie, alors un autre. Attendez, je réfléchis. J'avoue que le Saint-Vincent me plaisait énormément aussi. Ouais. Ouais. Saint-Vincent, en ce moment, c'est Ouragan, hein. Catégorie 5, donc pas un petit, hein. Le Saint-Vincent m'a énormément plu. Ouais, Saint-Vincent et Bolivie, hein. Deux, hein. Oui, oui. Et le Saint-Vincent, du coup, c'est quoi les notes? En fait, le Saint-Vincent, on est sur du fruit exotique, mais en fait, c'est une tablette qui va avoir aucune amertume, aucune acidité. Et en fait, c'est un peu mon missionnaire de convertir les gens du chocolat au lait au chocolat noir. D'ailleurs, c'est très hypocrite ce que je dis parce que j'adore le chocolat au lait. Mais c'est-à-dire que les gens qui ne mangent que du chocolat au lait, quand j'avais mangé de chocolat noir, je leur dis, bah écoutez, le Saint-Vincent, il n'a pas d'amertume, il n'a pas d'acidité, il est super doux, super gentil. Je suis sûr que si vous le goûtez, vous arrêterez le chocolat au lait. Et bah pour le moment, ça marche. Ça marche. Les gens, ils disent, bah en fait, le chocolat, c'est pas amer et bah non, le chocolat noir, c'est pas censé être amer quand c'est bien fait. Il y a des notes d'amertume qu'on peut retrouver dans certaines fèves, mais quand c'est trop amer, bah, ça veut dire que c'est trop cuit. Et ça, encore une fois, je trouve que c'est vraiment une question de goût. Oui, puis qui a été déformée aussi beaucoup par tous les industriels, où en fait, il y a eu ce truc de du chocolat pur, etc. Mais... Extra noir, ou noir de noir, ça, on a vu aussi. Et qui est horrible à manger. Mais donc effectivement, je comprends. Moi, mon Bolivie, je l'ai fait à 100% une fois, il a tenu une semaine.
Ouais. Et les gens, en fait, j'avais toujours des petits échantillons pour faire goûter. Et ben, les gens, ils me disaient, mais c'est pas à 100%, vous mentez. J'ai dit, s'il y a que du gruyère dedans. Oui, mais je trouve qu'on a du mal. Enfin, en fait, quand on n'a jamais goûté, justement, on a du mal à se rendre compte qu'il peut y avoir des chocolats très puissants, mais qui sont en fait très doux. Enfin, très forts en cacao, qui sont en fait très doux. Ce que j'aime énormément dans le Bolivie, par exemple, c'est qu'il est surpuissant, mais il est extrêmement doux. En fait, c'est même pas, il est pas puissant, il est intense. Ouais. C'est-à-dire qu'on va avoir un côté cacaoté, mais tellement puissant, qui va vous envahir la bouche, mais avec une telle tendresse qu'on dit, mais c'est pas possible. En fait, c'est le clair-obscur, quoi, en fait. Voilà, c'est ce que j'aime, en fait, dans cette origine. Et s'il y avait un chocolatier, une chocolatière, un pâtissier, une pâtissière, un cuisinier, une cuisinière peut-être, avec qui faire une collaboration à quatre mains, qui est-ce que tu choisirais? Ah, c'est une bonne question, hein. Une seule personne? Ah, ça peut être plusieurs. En fait, déjà, j'en fais déjà une avec Edwin de chez Edwards par rapport au cognac, parce que lui, je sais qu'il est tellement dans la liqueur que voilà, quand j'ai fait ce projet, je suis allé le voir tout de suite parce que voilà, c'était une connaissance, enfin presque un ami, et voilà, on a été séduits par le projet ensemble. Après, j'avoue que j'aimerais bien travailler avec un grand cuisinier. Parce que j'aimerais leur montrer comment on peut casser en fait les limites du chocolat. Ouais. Mais c'est ce que je vais faire à Noël là. Je vais leur montrer maintenant que le cacao, c'est pas forcément. Il n'y a pas une manière de travailler le cacao. Il y a des milliers de manières de travailler le cacao et je vais vous montrer que c'est possible. Et t'aurais un cuisinier en tête en particulier? Avec qui t'as un peu ce... Franchement, non. Okay. Je vais être honnête. Si je dois travailler avec quelqu'un, je prendrai le premier qui vient. Qui a le même univers que moi, la même folie que moi en fait. Mais voilà, je suis assez ouvert aussi. On va dire que j'ai quand même eu des petites collabs avec certaines personnes. Mais voilà, ça n'a pas abouti sur tout. Mais donc voilà, faut rentrer dans mon univers aussi, c'est assez compliqué. Et ben maintenant j'ai 5 dernières questions. Et celle-ci va être beaucoup trop facile, mais Bolivie ou Tanzanie? Bah vous avez la réponse, c'est bien. Lait ou noir? Lait. Ah quand même. Ah ouais. Ouais. Tu restes un grand... J'avoue. Mais c'est le gosse qui parle. Non, j'ai pas le choix. Hein. Si je l'obéis pas, il va bouder. Donc lait. Et du coup, il y en a un en particulier qui va très bien en chocolat au lait. Oh là là, j'ai créé un monstre. J'ai créé un monstre à Pâques, là. J'ai utilisé du cacao de Madagascar. Oh là 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 là, la drogue. Okay. J'arrivais pas à m'arrêter. J'ai plus mangé de chocolat au lait que mes clients. Bref, non, c'était terrible. Vraiment, j'ai créé un monstre, comme je dis. Alors, en fait, d'expérience, je sais que la poudre de lait a tendance à rajouter de l'acidité à la fin en bouche qui est pas ultra agréable. En fait, le Madagascar, c'est un terroir qui est généralement assez acidulé, qui a des notes d'agrumes. Donc en fait, ce qu'on a à la fin de ce chocolat au lait, c'est une douceur d'agrumes en fait qui est incroyable avec le côté lacté. On va pas avoir le côté désagréable lacté acide, mais vraiment ce côté agrumes et tout. Donc du coup, j'ai réussi à supprimer un défaut pour cette taille de chocolat au lait. Donc j'étais content et j'ai tout mangé. Noël ou Pâques? Pâques. Pourquoi? Même si on gagne moins d'argent à Pâques, on est plus dans la création. Ouais. Noël, c'est très redondant. C'est-à-dire qu'on est sur un rush qui est très violent et très répétitif. Donc bon, là, j'avoue, on s'ennuie un peu. Même si on fait des produits qu'on aime et tout, voilà, on n'a pas le temps de niaiser. Hein. Faut attaquer. Alors que Pâques, on va vraiment être sur de la création, chaque année, en fait, on s'amuse. Ouais, on fait des créations différentes, on fait des thèmes, faut pas se laisser de limites dans la création, et c'est pareil, il faut que les gens rentrent dans votre univers, donc voilà, on fait de l'artistique, on fait du basique, voilà. C'était quoi le thème de cette année? C'était les poulets de l'espace, voilà. Bon, c'est venu l'an dernier, on voulait faire un truc de l'espace, et c'est venu en janvier, on s'est dit, oh, pourquoi pas des poulets, c'est Pâques. Donc voilà, poulets de l'espace, avec 3 yeux et tout, enfin voilà, on s'est amusé. Et ça, souvent, tu les penses combien de temps en avance, ces thématiques-là? Un an en avance. Généralement, après le premier... Oui, du coup, ça t'a donné des nouvelles idées pendant la période. Après le premier pack, généralement, on sait ce qu'on va à peu près faire et ça peaufine avec le temps. Et c'est après Noël qu'il y a l'ampoule qui s'allume. Abricot sec enrobé de chocolat, du coup, ou les bonbons fruits céréales que tu fais? Les bonbons fruits céréales. J'aime les fruits, mais je préfère le chocolat. Comme je le disais. Voilà, ça se marie plus, c'est plus chocolaté bon fruits céréales que l'abricot enrobé. Et enfin, plutôt tablette ou pâte à tartiner? Tablette. Oui, tablette. J'aime beaucoup la pâte à tartiner.
Mais les tablettes, c'est tellement plus rapide à manger qu'une pâte à tartiner. C'est-à-dire que j'aime bien. Je pourrais la manger à la petite cuillère, la pâte à tartiner, mais c'est tellement meilleur avec du pain, quoi. Hein, faut dire ce qui est. Oui, hein. oui. Que du coup, la tablette, ça peut y aller direct, quoi. Hein. Elle est là, elle nous regarde, on la regarde. C'est parti, quoi. Pâte à tartiner, il faut ouvrir le pot, prendre une cuillère, prendre du pain, ouvrir le pain. Est-ce qu'on fait griller le pain? Donc, vous voyez, j'ai beaucoup trop réfléchi pour le manger. Long, ouais. Voilà. Moi, il faut pas que je réfléchisse. Ça rentre direct et c'est bon. Merci beaucoup. Déjà, c'était passionnant. Je demande à tous mes invités un petit défi. Du coup, un petit défi chocolatier à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Donc, soit un de tes chocolats à tester, une recette à faire, enfin, ce que tu veux. Quel défi est-ce que tu peux nous lancer? Faire une bonne mousse au chocolat. Ok. Sans œufs, sans jaune d'œuf. Parce que généralement, on a tendance à mettre des jaunes d'œufs. Moi, j'ai fait une mousse au chocolat sans jaune. Tout simplement pour la conservation aussi. C'est-à-dire que sans jaune, une mousse, ça se conserve 10 jours. D'accord. Et ça se conserve très bien. C'est-à-dire qu'on a une bonne texture. Et du coup, j'ai fait la recette du fainéant. J'ai fait un blanc pour 100 grammes de crème, 100 grammes de chocolat. Et c'est fini. Ok. Il n'y a rien de plus simple. Pour 8 personnes, j'ai besoin de 8 blancs. On met 8 blancs, 800 grammes de crème, 800 grammes de chocolat. Voilà, c'est on traîne les deux autres, quoi. C'est un peu mon 4 quarts, mais mousse au chocolat. 4 quarts, on pèse les œufs, on a notre recette. Là, c'est pareil. Un blanc, 100 grammes, 100 grammes. Voilà. Sans sucre, parce que généralement, on va plutôt utiliser une essai dessert, qui est déjà très sucré. Donc voilà, c'est simple et efficace. Et la mousse au chocolat, franchement, on peut le faire avec les gosses et tout. On adore ça, on fait ça en début d'après-midi, c'est prêt pour le soir. Donc voilà, ça permet de faire un peu ces desserts maison aussi, pour toujours un petit peu moins cher que ce qui existe, quoi. Merci. Qui as-tu envie soit le prochain ou la prochaine à passer derrière ce micro? Vous prenez l'avion? Non. Je peux faire à distance. Donc, franchement, je verrais bien Anne-Laure à Vannes, de Terre de Fèves, que j'aime beaucoup. D'accord. Qui bosse super bien, j'adore ses chocolats aussi. Elle est dans le même esprit que nous, hein, ici. Et voilà, ouais, je la verrais bien faire ça aussi. Ça marche. Voilà. Qui a balancé, du coup, pour moi? Edwin. Ah oui, du coup. C'est vrai. Il m'avait dit... Okay. Il me l'avait redit a posteriori, il m'avait dit faut que tu ailles rencontrer. Bon, parfait. Et bien, je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode? Faut manger du chocolat. Mais du bon chocolat. Bien sûr. Voilà, avec modération, comme tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!